L'insécurité ne se supprime pas avec des pensées positives, elle se détruit par l'action. C'est une bataille silencieuse qui se déroule dans ton esprit, où les doutes tentent de dicter chaque mouvement et la peur sabote chaque tentative d'avancer. La plupart des gens cherchent la confiance en répétant des phrases vides, mais la vraie confiance ne vient pas du discours, elle vient de la discipline, de la confrontation directe avec tes faiblesses et du courage de regarder tes ombres s'enfuir. Le stoïcisme enseigne que l'esprit ne se maîtrise pas avec l'espoir, mais avec l'entraînement. Il ne s'agit pas d'attendre de te sentir en sécurité, mais d'agir avec fermeté même quand tu ne l'es pas. Parce que la sécurité n'arrive pas avant l'action, elle arrive après. Tu la construis chaque fois que tu fais ce que tu as dit que tu ferais. Quand tu tiens ta parole, même si personne ne te regarde. Cette vidéo ne cherche pas à adoucir la réalité. L'insécurité ne disparaît pas par magie. Elle se transforme quand tu arrêtes de la nourrir. Ici, nous ne parlons pas de motivation éphémère, mais de force mentale. Celle qui se forge avec le silence, avec la discipline et avec l'acceptation que le contrôle est seulement en toi. Tout au long de ce chemin, tu apprendras 10 leçons pour laisser derrière toi le doute et renforcer ta confiance intérieure. 10 principes que tu pourras appliquer tous les jours, dans ce que tu fais, dans ta façon de penser et dans ta façon d'affronter tes peurs. Parce que quand tu arrêtes de demander la permission à tes pensées et que tu commences à les diriger, l'insécurité s'évapore. Et ce qui reste, c'est la clarté, la présence et le pouvoir intérieur. 1. Embrasse le progrès. L'esprit humain est comme un champ de bataille, couvert de brouillard. Tu ne vois pas clairement le chemin. Tu n'entends que l'écho de tes propres pensées qui te disent que tu n'es pas prêt, que tu n'es pas assez, que tu pourrais échouer. Et sans t'en rendre compte, ce brouillard devient ta maison. Tu t'habitues à vivre dedans, sans avancer, croyant que le moment parfait arrivera un jour. Mais le stoïcisme t'enseigne que le moment parfait n'existe pas, que la clarté n'apparaît pas avant d'agir, mais après l'avoir fait. Chaque pas, aussi petit soit-il, dissipe un peu plus le brouillard. Embrasser le progrès signifie accepter que la perfection est une illusion créée par la peur. C'est comprendre que l'important n'est pas de tout faire bien, mais de le faire vraiment. Ce n'est pas de faire de grands bonds en avant, mais de rester en mouvement quand les autres s'arrêtent. Chaque erreur que tu commets te donne des informations précieuses sur toi-même. Et chaque faux pas, si tu le regardes calmement, devient une partie de l'apprentissage. Le progrès ne se mesure pas en victoires externes, mais en combien de fois tu as refusé de te rendre quand c'était plus facile de le faire. L'insécurité mentale naît lorsque ton esprit exige des résultats immédiats et te punit pour ne pas les atteindre. Mais la confiance naît lorsque tu comprends que la croissance prend du temps et que tout processus a son propre rythme. Un arbre ne fleurit pas parce que tu le regardes davantage. Il fleurit parce qu'il grandit d'abord sous terre. Il en va de même pour toi. Les changements internes qui ne sont pas visibles sont ceux qui soutiennent les résultats que tout le monde verra plus tard. Embrasser le progrès, c'est aussi accepter tes limites sans les transformer en excuses. C'est regarder ce que tu ne sais pas encore, non pas avec frustration, mais avec l'envie d'apprendre. La discipline se construit lorsque tu choisis d'avancer malgré l'absence de garantie. Tu n'as pas besoin de te sentir prêt pour commencer. Tu as besoin de commencer pour te sentir prêt. C'est le point où le stoïcien trouve sa force, dans l'action imparfaite mais constante. Chaque jour, tu as 2 options, attendre la motivation ou générer du mouvement. La première te laisse dans la fantaisie, la seconde te conduit à la transformation. Et quand tu choisis de bouger, même d'un pas, tu envoies un signal à ton esprit que tu es aux commandes, que tu n'as plus besoin de l'approbation de la peur pour agir, que tu es prêt à avancer, même si le doute t'accompagne. Le vrai progrès ne cherche pas les applaudissements, il cherche la cohérence. Quand tu fais ce que tu sais que tu dois faire, même si personne ne le voit, l'esprit commence à te faire confiance. Tu n'as plus besoin de mots d'encouragement parce que tes actions deviennent ta propre preuve. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans obstacles. Il promet un esprit assez fort pour les affronter sans perdre l'équilibre.
Alors arrête d'attendre de te sentir prêt. Commence avec ce que tu as, là où tu es, au rythme que tu peux maintenir. Peu importe si aujourd'hui tu avances d'1 centimètre ou d'1 kilomètre, ce qui compte, c'est que tu ne t'arrêtes pas. Parce que le progrès ne se voit pas toujours, mais il se ressent toujours. Et quand tu regarderas en arrière et que tu verras combien tu as grandi depuis ce jour où tu as décidé de commencer, tu comprendras que le changement n'est pas arrivé d'un coup. Il est arrivé pas à pas, avec constance, courage et silence. C'est ça, embrasser le progrès. Avancer avec imperfection mais avec détermination. 2. N'oublie pas que la vie est courte. L'horloge ne s'arrête pour personne, pas même pour ceux qui pensent avoir tout le temps du monde. Pendant que tu repousses tes décisions, pendant que tu te noies dans des pensées qui ne changent rien, la vie continue de courir sans regarder en arrière. Chaque jour que tu passes à douter de toi, c'est un jour de moins pour devenir qui tu pourrais être. La brièveté de la vie n'est pas un concept poétique, c'est une vérité brutale. Et quand tu l'assimiles vraiment, quelque chose en toi s'éveille, parce que tu comprends que le temps ne pardonne pas à ceux qui gaspillent leur but dans l'insécurité. Se rappeler que la vie est courte n'est pas une invitation à la peur, mais à l'action. Le stoïcisme l'a bien clarifié. La mort n'est pas l'ennemi. Le véritable ennemi est de vivre comme si tu n'allais pas mourir. Quand tu as conscience que la fin peut arriver à tout moment, les excuses perdent leur pouvoir. Tu arrêtes de chercher l'approbation, tu arrêtes de trop réfléchir, tu arrêtes de te comparer. Tu te concentres sur l'essentiel, sur ce qui compte vraiment, parce que le bruit n'a plus de sens quand tu vois l'horloge avancer sans arrêt. La plupart des gens vivent comme si demain était garanti, comme s'il y avait une seconde chance pour commencer à être courageux. Mais le stoïcien comprend que demain n'est qu'une possibilité, pas une promesse. Chaque jour que tu te réveilles, tu gagnes déjà quelque chose d'inestimable, une nouvelle opportunité d'agir avec un but. L'insécurité mentale disparaît lorsque tu comprends que tu n'as pas de temps à perdre à te demander si tu es suffisant. La vie n'attend pas les indécis. Rappelle-toi la brièveté de la vie chaque fois que tu doutes de la valeur de faire le prochain pas. Parce qu'il n'y a rien de plus triste que de regarder en arrière et de réaliser que la peur a été plus constante que ta détermination. Tu ne peux pas contrôler combien de temps tu vivras, mais tu peux contrôler la qualité de chaque jour que tu as. Et quand tu fais ça, la peur cesse de diriger tes décisions, parce que tu commences à bouger avec urgence, avec clarté et avec une présence que beaucoup perdent en vivant dans le futur. Penser à la mort peut sembler sombre, mais en réalité, c'est une des réflexions les plus lumineuses. Elle te rappelle que tu n'es pas éternel et que c'est précisément pour cette raison que tu dois laisser une trace. Il ne s'agit pas de grandes réalisations, mais de vivre avec intention, de ne pas gaspiller la vie à te soucier de ce que les autres pensent de toi. Le stoïcien ne craint pas la mort parce qu'il vit déjà de manière à ne rien devoir au temps. Chaque fois que tu te trouves paralysé par le doute, répète-toi « Je vais mourir, mais pas aujourd'hui ». Cette phrase, simple mais puissante, a le pouvoir de te ramener au présent. Elle te sort de la boucle mentale et te concentre sur ce que tu peux faire maintenant. Quand tu t'en souviens, les choses deviennent plus simples. Les problèmes qui semblaient énormes perdent de leur importance. Les insécurités deviennent petites et les opportunités urgentes. Se rappeler de la brièveté de la vie te libère aussi du besoin de perfection. Parce que quand tu sais que le temps est limité, tu comprends que attendre que tout soit prêt est une autre forme de capitulation. Agir aujourd'hui, même avec peur, est 1000 fois plus précieux que de planifier éternellement. La sécurité que tu cherches n'est pas dans le contrôle du futur, mais dans l'utilisation déterminée du présent. La vie ne te doit rien, et c'est précisément pour cette raison que chaque jour que tu te réveilles est un cadeau qui ne se répète pas. Si tu veux vraiment éliminer l'insécurité, commence par comprendre que le temps que tu passes à douter ne revient pas. Vis avec la conscience de celui qui sait que l'horloge ne s'arrête pas, et chaque pas que tu fais qu'il ait un sens. 3. Accepte le changement. Le changement ne frappe pas à la porte. Il entre sans prévenir, bouge tout sur son passage et t'oblige à t'adapter ou à rester coincé. C'est comme une tempête qui arrive quand le ciel semblait calme. Détruit ce qui ne sert plus
et laisse de la place pour le nouveau. Mais le problème n'est pas le changement en soi, c'est ta résistance à l'accepter. C'est l'habitude de vouloir que tout reste pareil, même quand tu sais que ça ne fonctionne plus. Ce besoin de contrôler l'incontrôlable est ce qui alimente l'insécurité et la peur. Accepter le changement ne signifie pas se rendre, cela signifie mûrir. Cela signifie comprendre que la vie bouge, que toi aussi tu changes, et que t'accrocher à ce que tu étais t'empêche seulement de voir ce que tu pourrais être. Le stoïcisme enseigne que la nature est en constante transformation, et tu en fais partie. Prétendre que les choses restent les mêmes va à l'encontre du flux naturel du monde. Tout se transforme, et résister ne cause que de la douleur. Quand quelque chose change, l'esprit cherche la stabilité, mais souvent il le fait en s'accrochant à ce qui n'existe plus. Tu te répètes encore et encore comment les choses étaient avant. Tu essaies de revivre ce qui est parti, sans comprendre que cela ne reviendra pas. Et dans ce processus, tu t'épuises. Le stoïcien, en revanche, ne lutte pas contre le courant, il coule avec lui. Non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il comprend que la force n'est pas dans le contrôle du courant, mais dans la capacité à l'utiliser à son avantage. Accepter le changement est un acte de pouvoir. C'est regarder ce que tu as perdu sans te victimiser. C'est lâcher ce qui a terminé son cycle et avancer sans le poids du passé. Tu ne peux pas renforcer ton esprit si tu t'accroches à ce qui t'affaiblit. Tu ne peux pas avoir confiance en toi si tu continues à espérer que tout sera comme avant. Chaque transformation est une opportunité de croître, même quand elle arrive déguisée en perte. La vie ne te prend pas des choses pour te punir. Elle te les enlève parce que tu n'en as plus besoin pour le niveau suivant. Chaque fois que quelque chose change, tu as deux options, résister ou évoluer. Résister, c'est choisir la souffrance. C'est rester attaché à une version de toi qui ne correspond plus. Évoluer, c'est regarder le chaos en face et trouver en lui une nouvelle forme d'équilibre. Les stoïciens savaient que la sérénité ne vient pas du contrôle, mais de l'acceptation de la réalité telle qu'elle est. Tu ne peux pas dominer la vie, mais tu peux dominer ta réaction face à elle. Accepter le changement signifie aussi accepter que tu n'es pas le même qu'hier. Les expériences te transforment, les déceptions te façonnent, les défis te réveillent. Et si tu t'en rends compte, c'est quelque chose de beau. Cela signifie que tu es vivant, que tu es en mouvement, que tu as encore la capacité de te réinventer. T'accrocher à l'ancien est une forme de peur. Accepter le nouveau est une forme de courage. L'insécurité se nourrit du passé, du désir de retourner à ce qui est connu. Mais la confiance naît lorsque tu comprends que rien n'est permanent, et pourtant tu continues à avancer. Quand tu apprends à lâcher prise sans te perdre, quand tu choisis de bouger même si le sol tremble, tu découvres une force que tu ne savais pas que tu avais. Le changement n'est pas ton ennemi, c'est ton maître. Il te montre ce que tu es prêt à lâcher et ce que tu es prêt à affronter. Ne cherche pas la stabilité à l'extérieur, car rien à l'extérieur n'est éternel. Trouve-la en toi, dans ta capacité à rester calme, au milieu de la transition. Quand tu y arrives, plus rien ne peut te briser parce que tu comprends que tu n'es pas venu pour t'accrocher à quoi que ce soit, mais pour te transformer encore et encore. Accepter le changement, c'est accepter la vie elle-même, et celui qui le fait cesse de craindre l'avenir parce qu'il a confiance en sa capacité à s'adapter à tout ce qui vient. 4. Contrôle seulement ce qui dépend de toi. Imagine que tu es au milieu de la mer en essayant d'arrêter les vagues avec tes mains. Tu te fatigues, tu te frustres, tu as l'impression de perdre le contrôle. Mais le problème ne sont pas les vagues, c'est ta tentative de les dominer. C'est ainsi que vit la majorité, épuisée, essayant de contrôler tout ce qui est hors de sa portée, personne, situation, opinion, résultat. Et pendant ce temps, elle oublie la seule chose qu'elle peut vraiment contrôler, sa réaction, ses décisions, son attitude. Le stoïcisme enseigne que la paix arrive lorsque tu comprends cette vérité simple mais puissante. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux contrôler ton esprit. Contrôler seulement ce qui dépend de toi est l'une des leçons les plus difficiles, car l'ego veut avoir du pouvoir sur tout. Tu veux qu'on te comprenne, qu'on te valorise, que les choses se passent comme tu l'as prévu.
Mais la réalité est autre. Tu ne peux pas contrôler comment on te regarde, ni comment les autres agissent, ni quand le succès arrive. Tu peux contrôler comment tu réagis, comment tu gardes ton calme, comment tu continues à avancer, même quand rien ne semble juste. Cette différence entre ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas définit la qualité de ta vie. Quand tu confies ta paix à l'extérieur, tu deviens l'esclave de l'imprévisible. Tu vis anxieux de ce que les autres pensent, frustré par ce qui ne se passe pas comme tu l'espères, déçu par ce que tu ne peux pas changer. Mais quand tu concentres ton énergie sur l'intérieur, sur ce qui dépend de toi, tu récupères du pouvoir. Parce que tu découvres que la véritable liberté n'est pas d'avoir tout sous contrôle, mais de ne pas avoir besoin de l'avoir. C'est la force mentale du stoïcien. Sa sérénité ne dépend pas de l'environnement, mais de sa maîtrise intérieure. Pense à toutes les fois où tu t'es consumé pour quelque chose que tu ne pouvais pas changer. Chaque discussion sans sens, chaque tentative pour convaincre quelqu'un qui ne voulait pas comprendre, chaque heure gaspillée à attendre que le monde soit différent. Tout cela épuise ton esprit, te retire de la force, te vole ta concentration. Mais quand tu acceptes que l'extérieur suivra son cours sans ta permission, tu te libères. L'énergie que tu dépensais en résistance, tu l'investis maintenant en action. Le stoïcisme ne cherche pas la passivité, il cherche la sagesse. Savoir quand agir et quand lâcher prise. Tout ne mérite pas ta réaction, tout ne nécessite pas ton intervention. Il y a des batailles qui se gagnent avec le silence et des moments où le véritable contrôle est de ne pas répondre. Apprendre cela change ta vie, car tu arrêtes de gaspiller de l'énergie sur l'inutile et tu la concentres sur l'essentiel. Contrôler ce qui dépend de toi signifie aussi assumer la responsabilité. Tu ne peux pas contrôler si quelqu'un te respecte, mais tu peux agir de manière à ne pas te manquer de respect. Tu ne peux pas contrôler le résultat, mais tu peux contrôler l'effort. Tu ne peux pas contrôler les circonstances, mais tu peux contrôler l'attitude avec laquelle tu les affrontes. Et quand tu y arrives, aucune tempête ne te déstabilise, car tu n'es plus lié à ce que tu ne peux pas gérer. L'esprit insécurisé veut tout contrôler pour se sentir en sécurité. L'esprit fort accepte que tout ne peut pas être contrôlé et trouve la sécurité dans sa réponse. C'est la différence entre celui qui se noie dans le chaos et celui qui flotte au-dessus de lui. Arrête de lutter contre les vagues, apprends à naviguer avec elles. La vie ne consiste pas à éliminer les problèmes, mais à devenir si solide que rien de l'extérieur ne peut te briser. Le jour où tu comprendras que ta paix vaut plus que ton besoin d'avoir raison, que ton énergie vaut plus que ton besoin de contrôle, ce jour-là, tu commenceras à vivre avec une véritable liberté. Parce que lorsque tu choisis de lâcher ce qui ne dépend pas de toi, le monde reste le même, mais tu changes complètement. Et là, dans ce domaine intérieur, naît la véritable confiance en toi-même. 5. Maîtrise ton esprit. Il existe des prisons sans barreaux, et la plus dangereuse est celle que tu construis toi-même dans ta tête. En elle, les pensées deviennent des bourreaux, et les doutes des chaînes invisibles qui te lient au même endroit. Tu te répètes des histoires qui ne sont plus réelles, tu revives des scènes qui sont déjà passées, et tu t'enfonces dans des scénarios qui ne vont jamais se produire. L'esprit, si tu ne l'entraînes pas, devient un champ de bataille, où tu perds sans que personne ne te touche. Mais quand tu apprends à le maîtriser, tout change. Parce que tu comprends que la liberté n'est pas à l'extérieur. Elle est dans ta capacité à contrôler ce que tu penses et comment tu réagis à ce qui se passe. Maîtriser l'esprit n'est pas le faire taire, c'est le diriger. C'est lui apprendre à ne pas fuir devant la peur, à ne pas se rendre face à l'inconfort, à ne pas croire tout ce qu'il imagine. La plupart des gens vivent comme si leurs pensées étaient des ordres, sans les remettre en question, sans les observer. Mais le stoïcien sait que toutes les pensées ne méritent pas d'attention. Il apprend à les filtrer, à identifier celles qui construisent et celles qui détruisent. C'est là la véritable discipline mentale, ne pas laisser l'esprit te traîner, mais l'utiliser comme un outil précis. Quand tu maîtrises ton esprit, tu cesses de réagir impulsivement. Tu ne réponds plus au chaos par plus de chaos, mais par le calme. Non pas parce que tu es insensible, mais parce que tu choisis de garder ton centre.
Le contrôle mental ne consiste pas à réprimer les émotions, mais à les comprendre. Savoir que ressentir de la peur, de la colère ou de la tristesse ne te rend pas faible, mais laisser ces émotions te contrôler le fait. L'esprit fort n'est pas celui qui ne ressent rien, c'est celui qui ne s'effondre pas face à ce qu'il ressent. Chaque fois que tu te découvres pris dans des pensées répétitives, arrête-toi et demande-toi si ce que tu penses te sert ou te fait couler. Si cela ne te pousse pas à avancer, cela ne mérite pas de rester. L'esprit peut être ton allié ou ton ennemi, cela dépend de la façon dont tu le nourris. Si tu le remplis de plaintes, de peur et de comparaison, il te détruit de l'intérieur. Si tu l'entraînes avec concentration, gratitude et clarté, il devient ta force la plus puissante. Les stoïciens pratiquaient la maîtrise de l'esprit tous les jours. Ils n'attendaient pas que les crises arrivent pour être calmes, ils cultivaient la sérénité au quotidien. Ils comprenaient que l'esprit ne se renforce pas dans les moments faciles, mais dans les moments difficiles. Quand tout s'effondre et que tu choisis de garder ton calme, tu entraînes ton pouvoir intérieur. Chaque pensée maîtrisée est une victoire invisible mais réelle. Maîtriser l'esprit implique aussi d'apprendre à être présent. La plupart des gens souffrent parce qu'ils vivent dans deux temps qui n'existent pas, le passé et le futur. Le passé nourrit la culpabilité et le futur l'anxiété. Mais le présent est le seul endroit où tu peux agir. Quand tu es ici, en ce moment, sans traîner ce qui a été ni anticiper ce qui sera, l'esprit se calme. Et dans ce calme, l'insécurité s'évapore, car tu découvres que le contrôle a toujours été en toi. Tu ne peux pas empêcher l'apparition de pensées négatives, mais tu peux décider de ne pas vivre en elles. Tu ne peux pas contrôler ce que tu ressens sur le moment, mais tu peux contrôler ce que tu fais avec ce que tu ressens. Cette différence est ce qui sépare les faibles des forts. L'esprit discipliné n'est pas celui qui pense parfaitement, c'est celui qui ne se laisse pas dominer par ses pensées. Maîtriser ton esprit, c'est maîtriser ta vie. Parce que tout ce que tu fais, ressens ou décides naît en lui. Et si tu ne le gouvernes pas, quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre le fera. Entraîne-le avec constance, traite-le avec fermeté, apprends-lui à ne pas se rendre. Quand tu y parviens, le doute cessera d'avoir du pouvoir sur toi. Tu seras le maître de tes pensées et avec cela, le maître de ton destin. 6. Connais-toi toi-même. La plupart des gens passent toute leur vie à regarder vers l'extérieur, à observer ce que les autres ont, ce que les autres accomplissent, ce que les autres pensent. Mais presque personne n'ose regarder à l'intérieur. Et c'est là le véritable problème, ne pas savoir qui tu es, ce que tu ressens, ce que tu crains ou ce qui te motive. C'est comme essayer de naviguer sans carte, en espérant atteindre une destination sans savoir où tu veux aller. Le stoïcisme enseigne que la connaissance de soi est le début de toute force, car celui qui se connaît ne se perd pas dans la confusion du monde. Te connaître toi-même ne signifie pas répéter des phrases d'auto-assistance, ni prétendre avoir tout compris, c'est observer avec une brutalité honnête. C'est accepter ce qui te fait mal, reconnaître tes peurs, tes limites, et aussi tes capacités. L'esprit insécurisé craint de se confronter à lui-même parce qu'il sait qu'il n'y a pas de masque, pas d'excuse. Mais quand tu oses le faire, tu découvres quelque chose de puissant. Que la plupart de tes batailles ne sont pas contre les autres, mais contre tes propres croyances. La connaissance de soi n'arrive pas par hasard, elle arrive par confrontation. Elle arrive quand tu te demandes pourquoi tu réagis comme tu réagis, pourquoi ce que disent les autres t'affecte autant, pourquoi tu évites ce que tu sais devoir affronter. Chaque réponse que tu trouves devient un outil de pouvoir, parce que quand tu sais d'où vient ta peur, elle cesse de te contrôler. Quand tu reconnais ta faiblesse, tu n'en as plus honte, tu l'utilises pour grandir. Te connaître toi-même signifie aussi arrêter de vivre dans la comparaison. Chaque personne a un chemin différent, et mesurer ta valeur par rapport à la vie des autres est une façon de te perdre. Le stoïcien comprend que sa seule véritable compétition est avec lui-même. Son objectif n'est pas d'être meilleur que quelqu'un d'autre, mais d'être plus cohérent qu'hier. Cette mentalité change tout, car au lieu de chercher la validation, tu cherches l'évolution. L'insécurité se nourrit de l'ignorance. Si tu ne sais pas qui tu es, n'importe quelle opinion peut te définir.
Si tu n'as pas de clarté sur tes valeurs, n'importe quel chemin peut te distraire. Mais quand tu te connais, tu sais ce que tu mérites et ce que tu n'es pas prêt à tolérer. Tu sais quand parler et quand garder le silence, quand avancer et quand reculer. La connaissance de soi te donne une direction. Elle te donne de la fermeté, elle te donne une identité. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux te connaître suffisamment pour ne pas le laisser te contrôler. Te connaître ne te garantit pas une vie facile, mais un esprit stable. Elle te permet de reconnaître quand tu agis à partir de la blessure et quand tu agis à partir de la sagesse. Et quand tu y parviens, rien à l'extérieur n'a le pouvoir de te déstabiliser. Le chemin de la connaissance de soi ne se termine jamais. Chaque étape de la vie te révèle une version différente de toi, une version plus mûre, plus consciente, plus authentique. Ne te crains pas, observe-toi, ne te juge pas, comprends-toi. Parce que plus tu te connais, plus tu as de pouvoir sur ton esprit, tes émotions et tes décisions. Et quand tu sais vraiment qui tu es, l'insécurité disparaît, parce que tu ne cherches plus à l'extérieur ce que tu ne peux trouver qu'à l'intérieur. 7. Affronte tes peurs. La peur se déguise de nombreuses façons. Parfois elle semble être de la prudence, parfois de la fatigue, mais presque toujours, c'est une excuse. Elle se présente juste au moment où tu es sur le point d'avancer. Te chuchote que tu n'es pas prêt, que tu pourrais échouer, que peut-être il vaut mieux attendre. Et sans t'en rendre compte, tu l'écoutes. Tu lui donnes du pouvoir. Tu lui permets de décider pour toi. Mais la peur ne disparaît pas quand tu l'évites. Elle grandit. Chaque fois que tu recules, tu la nourris. Chaque fois que tu l'affrontes, tu l'affaiblis. Le stoïcisme enseigne que le courage ne consiste pas à ne pas avoir peur, mais à agir malgré elle. Il ne s'agit pas de se sentir invincible. Il s'agit de ne pas laisser la peur dicter le cours de ta vie. Parce que si tu le permets, tu finiras par vivre à moitié, en évitant tout ce qui pourrait te faire grandir. L'esprit incertain cherche refuge dans le confort, mais la croissance est toujours de l'autre côté de la peur. Affronter les peurs n'est pas une action impulsive, c'est une décision consciente. C'est te regarder dans le miroir et accepter que tu ne peux pas avancer si tu continues à te cacher de ce qui te dérange. C'est oser échouer, être critiqué, recommencer. Et même si au début cela semble douloureux, avec le temps tu découvres que ce que tu craignais le plus n'était pas aussi grand que tu l'imaginais. La peur vit dans ton esprit, pas dans la réalité. Chaque fois que tu décides d'agir malgré la peur, l'esprit change sa structure. Il devient plus fort, plus stable, plus libre. La confiance ne naît pas du fait d'avoir tout sous contrôle, mais de traverser l'inconnu et de rester debout. Le stoïcien comprend cela et transforme chaque situation difficile en entraînement. Il ne se demande pas pourquoi il a peur, il se demande comment il peut la surmonter. Et dans cette question réside la croissance. La peur te montre aussi ce que tu apprécies le plus. Tu crains de perdre ce qui t'importe. Tu crains d'échouer dans ce que tu considères comme essentiel. C'est pourquoi, au lieu de fuir la peur, utilise-la comme une boussole. Si quelque chose te fait peur, c'est probablement là que tu dois agir. La peur est un miroir qui révèle tes limites mentales, et les franchir est ce qui renforce le caractère. Quand tu affrontes tes peurs, l'insécurité commence à disparaître. Parce que tu te rends compte que tu n'as pas besoin de te sentir prêt pour agir. Tu as juste besoin de décider de le faire. L'action constante transforme la perception. Ce qui te semblait impossible devient une partie de ta routine. Ce qui te paralysait avant devient une leçon surmontée. Chaque pas que tu fais vers ce que tu crains réduit son pouvoir sur toi. Chaque décision que tu prends sans chercher de garantie te rend plus fort. La peur n'est pas éliminée, elle est apprivoisée. Et quand tu le fais, elle cesse d'être une barrière et devient une impulsion. Affronter tes peurs n'est pas un acte d'héroïsme, c'est un acte de respect envers toi-même. C'est te dire que tu mérites une vie guidée par ton courage, pas par tes insécurités. La peur n'est pas l'ennemi, c'est le maître qui met à l'épreuve ta détermination. Si tu l'affrontes, elle te transforme. Si tu l'évites, elle te consume. Et quand tu apprends cette différence, la confiance n'est plus un objectif, elle devient ta façon de vivre. 8. Agisse avec un but. La vie sans but est comme conduire sans direction au milieu du brouillard.
Tu peux avancer, te déplacer, même accélérer, mais tu ne sais pas où tu vas. Et c'est exactement ce qui ronge l'esprit incertain, le sentiment constant de faire beaucoup, mais sans savoir pourquoi. Le stoïcisme enseigne que agir sans but est un gaspillage d'énergie vitale, car peu importe combien tu fais, si tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Le but est la boussole qui donne une direction à chaque action, la force silencieuse qui te maintient stable lorsque tout est en désordre. Agir avec un but ne signifie pas avoir toutes les réponses. Cela signifie avoir une clarté sur ce qui compte vraiment. C'est se lever chaque jour en sachant que tes décisions ont du poids, que tes actes construisent ou détruisent quelque chose en toi. La personne qui vit avec un but n'a pas besoin de motivation constante, car le but devient son moteur. Elle n'agit plus par impulsion ou par approbation, mais par conviction. Le problème est que beaucoup confondent mouvement avec progrès. Ils font, courent, produisent, mais sans direction. Ils se remplissent de tâches, mais vident leur sens. Quand il n'y a pas de but, l'esprit se fragmente, le corps s'épuise et l'âme s'éteint. Mais quand il y en a un, tout s'aligne. Même la fatigue a du sens, parce que tu sais pourquoi tu te bats. Le stoïcien agit avec un but, parce qu'il comprend que chaque action, aussi minime soit-elle, laisse une trace. Il sait que l'intention derrière ses actes vaut plus que la reconnaissance. Il ne cherche pas l'approbation des autres, il cherche la cohérence avec lui-même. Son but ne dépend pas des applaudissements extérieurs, il dépend de son intégrité intérieure. Et c'est la raison pour laquelle rien d'extérieur ne peut lui voler sa tranquillité. Agir avec un but signifie aussi dire non à ce qui ne te mène nulle part. Dire non aux distractions, aux habitudes qui n'ajoutent rien, aux personnes qui drainent ton énergie. Cela signifie prioriser ce qui te rapproche de la vie que tu veux, même si cela implique de l'inconfort ou du sacrifice. La clarté fait mal au début, mais ensuite elle libère. Parce que quand tu sais ce que tu cherches, tout le reste perd de son pouvoir sur toi. Un esprit sans but est un terrain fertile pour l'insécurité. Quand tu ne sais pas où tu vas, chaque obstacle semble être un signe pour abandonner. Mais quand tu as un but clair, les obstacles deviennent une partie de l'entraînement. Tu ne les vois plus comme des punitions, mais comme des épreuves qui te préparent pour ce qui vient. Le but transforme la perception de la douleur, donne un sens à l'effort, transforme le sacrifice en croissance. Agir avec un but, c'est aussi apprendre à aligner tes valeurs avec tes actions. Il ne s'agit pas de ce que tu dis que tu es, mais de ce que tu fais tous les jours. Si tu dis que tu valorises la discipline, mais que tu procrastines, tu construis dans la direction opposée. Si tu dis que tu valorises la paix, mais que tu alimentes le conflit, tu te trahis. Le but exige de la cohérence, et la cohérence construit la confiance. Chaque fois que tu agis avec intention, tu renforces ton identité. Tu te dis à toi-même que tu peux te faire confiance, que tes décisions ont du sens. Cette confiance devient un bouclier contre le doute, car tu n'as plus besoin de validation externe. Tu le sais, tu le sens, tu le démontres avec tes actes. Le but ne se trouve pas dans un livre ou dans une phrase inspirante. Il se construit avec de petites décisions, répétées avec discipline. Il se révèle dans le quotidien, dans la façon dont tu parles, travailles, penses et traites les autres. Ton esprit est plein de bruit, et ce bruit te détruit. Ce n'est pas seulement celui des rues, des réseaux ou des conversations vides, c'est celui que tu portes en toi, la voix qui ne se tait pas, les pensées qui se répètent encore et encore, l'impulsion de répondre à tout, de prouver, de plaire. Tu vis entouré de distractions et, sans t'en rendre compte, tu as perdu le contrôle. Tu cherches la paix, mais tu nourris le chaos. Tu veux de la clarté, mais tu te noies dans des stimuli qui ne font que te confondre davantage. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. C'est le terrain où tu retrouves l'ordre, où ton esprit se nettoie de l'excès, où tu peux enfin t'écouter sans interférence. Les stoïciens le savaient, celui qui maîtrise le silence maîtrise sa vie. Parce que le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est la présence de direction. C'est choisir quand parler, quoi répondre, à qui donner de l'énergie et à qui ne pas en donner. C'est arrêter de réagir et commencer à agir avec un but. Beaucoup veulent avancer mais restent attachés au bruit.
Ils cherchent des réponses rapides, des distractions, de la validation, tout sauf le silence. Ils ne comprennent pas que l'équilibre ne se trouve pas en courant plus vite, mais en s'arrêtant un moment pour penser clairement. Ce n'est pas un message de calme vide, c'est un appel à l'action intérieure, à réorganiser ton esprit, à nettoyer ton environnement et à retrouver ton pouvoir de l'intérieur. Parce que ce n'est que lorsque tu apprends à taire ce qui est superflu, que tu commences à écouter ce qui compte vraiment. 1. Faites taire le bruit extérieur. Le silence ressemble à une tempête figée dans le temps. Non pas parce qu'il n'y a pas de bruit, mais parce que tout continue de bouger pendant que tu choisis de ne pas réagir. Nous vivons à une époque où le bruit est une drogue et le silence une menace. Tu t'habitues à vivre entouré de notifications, de voix et de stimuli jusqu'à ce que ton esprit devienne incapable d'être seul avec toi. Mais faire taire le bruit extérieur n'est pas fuir le monde. C'est prendre le contrôle de l'espace où ton pouvoir se forme réellement. Celui qui n'apprend pas à se déconnecter devient l'esclave de tout ce qui exige son attention. Chaque jour, tu donnes ton attention à la première chose qui se présente à toi. Tu te réveilles et ton esprit ne t'appartient plus. Les écrans te dictent quoi penser, les actualités te dictent quoi craindre, les réseaux sociaux te montrent qui tu devrais être. Et sans t'en rendre compte, ton énergie se disperse. Tu te sens épuisé sans avoir fait quoi que ce soit de vraiment significatif. Le silence extérieur est la première défense contre cette usure. Il ne s'agit pas de tout éteindre, mais de choisir intelligemment ce que tu laisses entrer. C'est fermer la porte à l'excès, pas au monde. Les stoïciens le comprenaient avec une clarté brutale. Ce qui nourrit ton esprit détermine le cours de ta vie. Si tout ce que tu entends est du bruit, tu ne peux pas espérer de clarté. Faire taire le bruit extérieur commence par de petits actes de rébellion. Ne pas vérifier ton téléphone dès que tu te réveilles, ne pas répondre à tout immédiatement, ne pas remplir les espaces vides avec des conversations inutiles. Le silence ne s'entend pas seulement, il se pratique. Il commence lorsque tu décides que tout ne mérite pas ton attention. Lorsque tu comprends que chaque distraction a un coût, ton attention, ton calme, ta direction. Chaque fois que tu choisis le silence, tu renforces le muscle de l'autodiscipline. Tu n'as pas besoin de l'annoncer, de le justifier, de l'expliquer, juste de le faire. Le bruit extérieur ne vient pas seulement des autres, mais aussi des lieux et des environnements que tu fréquentes. Si ton environnement est plein de désordre, ton esprit le reflètera. Tu ne peux pas espérer de clarté si tu vis entouré de chaos. Cherche des espaces où ton esprit peut respirer, des lieux où le silence n'est pas inconfortable, mais réparateur. Parfois, il suffit de marcher sans écouteurs, de laisser le son du monde naturel remplacer le tumulte artificiel qui te maintient tendu. Le silence extérieur est comme nettoyer une fenêtre. Le paysage ne change pas, mais la vue devient plus claire. Cette première étape n'est pas romantique, elle est pratique. Faire taire le bruit extérieur ne signifie pas devenir un ermite, mais apprendre à séparer l'essentiel de l'inutile. Cela signifie récupérer ton pouvoir de décider ce qui mérite ton attention. Quand le monde parle trop, apprends à baisser le volume. Quand on te demande une réponse immédiate, apprends à ne pas réagir. Et quand tout semble urgent, souviens-toi que rien n'est plus important que de garder l'esprit calme, car c'est seulement dans le silence que tu peux entendre ce qui compte vraiment. 2. Observe tes pensées. Ton esprit est comme une ville en heure de pointe. Des milliers de pensées se croisent dans toutes les directions. Certaines se bousculent, d'autres se heurtent, beaucoup tournent simplement en rond sans arriver nulle part. Le problème n'est pas que tu penses trop, mais que tu ne t'arrêtes jamais pour observer ce que tu penses. Tu passes ta journée à réagir, à interpréter, à imaginer des scénarios, sans te rendre compte que ce flot mental t'emporte sans direction. Observer les pensées ne signifie pas les arrêter, mais apprendre à les regarder sans te laisser dominer par elles. La plupart des gens vivent piégés dans leur esprit comme s'ils étaient dans une tempête constante.
Un commentaire, un regard, un souvenir, et tu es déjà en train de construire des histoires qui te volent ta tranquillité. Lorsque tu n'observes pas, tes pensées te contrôlent. Elles dictent ton humeur, ton énergie et tes décisions. Mais lorsque tu apprends à observer, le chaos s'ordonne. Tu commences à remarquer les modèles, à comprendre d'où vient l'anxiété, pourquoi tu répètes certaines pensées, pourquoi ton esprit cherche du bruit quand tu as le plus besoin de silence. Le stoïcisme enseigne que nous ne sommes pas ce que nous pensons, mais ce que nous décidons de faire avec ce que nous pensons. Tu ne peux pas contrôler ce qui apparaît dans ton esprit, mais tu peux choisir de ne pas le nourrir. Quand quelque chose te préoccupe, regarde-le comme un visiteur. Observe, comprends et laisse-le partir. Ne discute pas avec lui, ne l'ignore pas, reconnais-le simplement. Cette pratique transforme la pensée en outil, pas en ennemi. Observer les pensées est comme nettoyer un miroir. Au début, tu ne vois que les taches et la distorsion. Mais plus tu gagnes en clarté, plus l'image devient réelle. Et là apparaît la vérité. Beaucoup de tes peurs n'existent pas. Elles ne sont que des répétitions mentales de quelque chose que tu as déjà surmonté. Beaucoup de tes préoccupations ne sont pas les tiennes. Elles sont des héritages émotionnels de ton environnement. Et une grande partie de tes jugements proviennent du bruit extérieur que tu as laissé entrer. Prends des moments dans la journée pour t'arrêter et regarder ce qui se passe en toi. Il ne s'agit pas de méditer comme une mode, mais de te reconnecter avec ce qui se passe réellement dans ton esprit. Quand tu te sens saturé, respire et observe. Sans juger, sans analyser, regarde simplement. Chaque pensée est un signal, et quand tu apprends à les interpréter, tu trouves une direction. Observer te donne du pouvoir, parce que cela t'apprend que tu n'as pas besoin de réagir à tout ce qui passe par ta tête. Le silence extérieur te protège du monde, mais le silence intérieur te protège de toi-même. Et ce silence commence quand tu apprends à observer tes pensées avec distance. Tu cesses d'être l'esclave de ton esprit et tu deviens son maître. Parce que la clarté n'arrive pas en pensant plus, mais en pensant mieux. Et penser mieux commence quand tu apprends à regarder ce qui se passe en toi avec calme, avec fermeté et avec le courage de ne pas fuir ce que tu ressens. 3. Écris ce qui te préoccupe. Les idées pèsent davantage lorsqu'elles restent dans l'esprit. Elles sont comme des vêtements mouillés que tu portes toute la journée. Ils te refroidissent, te gênent, t'épuisent. Écrire, c'est exprimer ce poids. Libérer ce qui n'est pas dit, ordonner ce qui semble chaotique. L'esprit accumule du bruit et des pensées dispersées, mais lorsque tu les mets en mots, le désordre prend forme. Tu n'écris pas pour avoir raison, tu écris pour te comprendre. Beaucoup pensent que d'écrire sur ce qui les préoccupe, c'est revivre le problème, alors qu'en réalité, c'est commencer à le résoudre. L'esprit crée des labyrinthes où les émotions se perdent, et le papier est la sortie. Ce qui n'est pas écrit pourrit à l'intérieur, se transforme en anxiété, en fatigue, en cette sensation constante de ne plus pouvoir. Mais quand tu le sors, le problème se réduit à sa taille réelle. L'écriture n'élimine pas ce qui fait mal, mais le rend gérable. Les stoïciens le pratiquaient sans l'appeler thérapie. Marc Aurèle a écrit ses pensées comme des rappels, non pas pour être lu, mais pour ne pas s'oublier lui-même. Écrire est un acte d'humilité, d'accepter que tu as besoin de voir de l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Parfois, la clarté n'arrive pas parce que tu essaies de tout résoudre dans ta tête et ta tête n'a pas assez d'espace pour autant. Les mots sont une forme d'ordre. Chaque phrase est une décision. Quoi laisser aller, quoi affronter, quoi comprendre. Tu n'as pas besoin d'être écrivain, tu as besoin d'être honnête. Écris sans filtre, sans te soucier de la forme ou de la grammaire. L'important est de vider ce qui pèse. Écrire ce qui te préoccupe te permet de voir objectivement ce qui te dominait auparavant. Sur le papier, tu découvres que beaucoup de choses qui te privaient de sommeil ne méritent pas autant d'énergie. D'autres, en revanche, te montrent ce à quoi tu dois vraiment prêter attention. C'est la fonction du silence écrit, transformer la confusion en compréhension. Fais-le à n'importe quel moment de la journée. Si tu te réveilles avec de l'anxiété, écris-la. Si quelque chose te dérange, écris-le. Si une situation te tourne dans la tête, mets-la par écrit. En le faisant, tu verras comment la pensée perd de sa force. Le papier ne juge pas,
ne t'interrompt pas, ne te contredit pas. Il reçoit seulement ce que tu as à l'intérieur. Écrire, c'est libérer sans crier, c'est vider sans fuir, c'est mettre de l'ordre là où il y avait du bruit auparavant. Cette pratique quotidienne te rendra le pouvoir sur ton esprit. Parce que tant que tu n'écris pas, tes pensées continueront à t'écrire, à modeler tes décisions à partir du désordre. Quand tu les vois devant toi, elles cessent d'être un ennemi invisible. Tu retrouves la clarté, tu comprends tes émotions et tu transformes ce qui te paralysait auparavant en direction. Écrire ce qui te préoccupe n'est pas une perte de temps. C'est te reconstruire mot par mot jusqu'à ce que le silence retrouve son sens. 4. Range ton environnement. L'espace dans lequel tu vis reflète l'état de ton esprit et ton esprit absorbe le désordre qui l'entoure. Tu ne peux pas construire le calme au milieu du chaos. Vivre entouré de choses inutiles, de papiers sans sens, d'objets que tu n'utilises plus, c'est comme essayer de penser avec 1 million de voix qui te parlent en même temps. L'environnement parle, et ce qu'il dit peut renforcer ou détruire ta clarté. Si ta chambre, ton bureau ou ta maison crient la confusion, inévitablement ton esprit répondra de la même manière. Ranger l'environnement n'est pas une tâche ménagère, c'est une forme de discipline mentale. Chaque chose hors de sa place est une décision en attente. Chaque objet dont tu n'as pas besoin est un fardeau invisible qui te vole de l'énergie. Le désordre n'occupe pas seulement de l'espace physique, il occupe de l'espace mental. Et si tout autour de toi est saturé, ton esprit ne peut pas se reposer. L'ordre est plus qu'esthétique, c'est une stratégie. Le stoïcisme enseignait que la vertu se manifeste dans les petits actes quotidiens, et maintenir ton environnement propre, fonctionnel et équilibré est une pratique silencieuse de maîtrise intérieure. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'obsessionnel, mais de créer un espace où l'esprit peut respirer sans distraction. Commence par ce que tu vois tous les jours. Ton bureau, ton lit, tes vêtements, ton espace de travail. Chaque objet a une histoire et une énergie associées. Si tu le gardes par culpabilité ou par habitude, tu laisses le passé occuper le présent. Il en va de même pour les souvenirs que tu ne lâches pas, pour les choses que tu dis que tu utiliseras un jour, mais qui ne sont là que pour te rappeler que tu ne décides pas. L'ordre ne consiste pas à avoir plus, mais à avoir besoin de moins. Et cette mentalité minimaliste est profondément stoïcienne. Ne pas accumuler ce qui n'ajoute pas, ne pas s'accrocher à ce qui a déjà rempli sa fonction. Quand tu nettoies ton espace, tu nettoies ton esprit. Ce n'est pas un hasard si après avoir organisé une pièce, tu ressens un soulagement, car cet ordre physique se traduit par un ordre émotionnel. Chaque mouvement de nettoyage est un acte symbolique d'affirmation. Je prends le contrôle, je choisis la clarté, je sépare l'essentiel de l'inutile. Et plus tu le pratiques, plus tu remarqueras comment l'environnement commence à travailler en ta faveur. Tu te concentres mieux, tu penses avec plus de précision et ton énergie cesse de se disperser dans des choses sans sens. L'ordre s'étend également au numérique et au social. Si ton téléphone est plein de notifications, de messages et de fichiers sans importance, tu vis avec du bruit, même si tu ne l'entends pas. Si tu t'entoures de personnes qui n'apportent que du chaos, même si ta chambre est impeccable, ton environnement reste désordonné. Ranger implique aussi de nettoyer les relations, de choisir avec qui tu partages ton temps et ton énergie. Le nettoyage n'est pas toujours visible, mais on le ressent toujours. Faire de l'ordre une habitude, c'est te rappeler chaque jour que tu as le pouvoir de diriger ton environnement, au lieu de laisser l'environnement te diriger. N'attends pas d'avoir du temps libre pour le faire, car il ne viendra jamais. Commence par ce que tu as devant toi. Lorsque ton espace s'organise, ton esprit l'imitera. Et dans cet équilibre silencieux, tu découvres quelque chose de plus profond. Que la sérénité n'apparaît pas par accident, elle se construit. Que le contrôle ne vient pas de l'extérieur, il se forme à l'intérieur. Et que lorsque l'endroit où tu te trouves cesse d'être un champ de bataille, tu peux enfin te concentrer sur ce qui compte vraiment, grandir avec calme, sans distraction, sans poids, avec l'esprit en ordre. 5. Agis sans l'annoncer.
Les mots sont devenus bon marché dans un monde où tout le monde promet mais peu agissent. Chaque jour, plus d'intentions que d'actions sont publiées, plus de plans que de résultats. Nous vivons entourés de bruits déguisés en progrès et la plupart confondent parler avec avancer. Cependant, le silence de celui qui agit avec un but a plus de force que 1000 discours. Agir sans l'annoncer est une déclaration de pouvoir personnel. C'est bouger sans demander la permission, sans avoir besoin d'approbation, sans dépendre du regard des autres. Dans le bruit du monde moderne, l'ego cherche l'attention, la reconnaissance, la validation. Mais alors que beaucoup crient leurs objectifs, peu travaillent en silence pour les atteindre. Le stoïcisme enseigne que la vertu n'a pas besoin d'être exhibée, seulement pratiquée. Les actions sont la véritable preuve du caractère, pas les mots. Le silence n'est pas de la timidité, c'est une stratégie. Agir sans l'annoncer te donne la liberté, car tu n'es pas lié aux attentes des autres. Cela te permet d'échouer sans jugement, d'avancer sans distraction et de réussir sans dépendre des applaudissements. Chaque fois que tu parles de ce que tu vas faire avant de le faire, tu donnes une partie de ton énergie à l'approbation externe. Le cerveau ressent la satisfaction d'avoir accompli quelque chose qui n'existe pas encore. C'est pourquoi tant de gens restent sur l'idée et n'arrivent pas au résultat. Garder le silence sur tes plans n'est pas être réservé par peur, c'est protéger ton focus. C'est garder l'énergie là où elle appartient, dans l'action. Quand tu fais sans annoncer, la motivation reste pure, l'attention se concentre et le bruit s'estompe. Le silence te transforme en une ombre qui avance pendant que les autres continuent à parler. Tu n'as pas besoin d'expliquer ce que tu construis, car le temps le montrera plus clairement que tes mots. Les gens parlent pour combler les vides, tu agis pour les remplir de résultats. La différence entre les deux est simple. L'un cherche à être vu, l'autre cherche à être efficace. La vraie discipline n'a pas besoin de témoins. Elle a besoin de constance. Pratiquer ce principe nécessite de l'autocontrôle. Cela signifie résister à l'impulsion de partager chaque étape, chaque réalisation, chaque idée. Non pas parce qu'ils ne sont pas précieux, mais parce qu'en les gardant, tu leur donnes de la force. Les racines poussent sous terre, avant que l'arbre n'apparaisse. Ta croissance a besoin de ce même silence fertile. Laisse tes actions parler quand elles sont prêtes, pas quand ton anxiété te pousse à démontrer. Le silence est le terrain où se cultive le respect, l'admiration et le mystère. Agir sans l'annoncer te protège également de l'interférence. Quand tu partages tes plans avec tout le monde, tu ouvres la porte aux doutes, aux critiques, aux distractions. En revanche, lorsque tu travailles en silence, ton énergie coule sans interruption. L'action discrète devient une habitude, et l'habitude devient un pouvoir. Tu n'as pas besoin de justifier tes pas, ni d'expliquer ton processus. Fais-le simplement, encore et encore, jusqu'à ce que tes résultats deviennent impossibles à ignorer. Le silence te donne un avantage, car pendant que les autres parlent de leur prochain mouvement, tu l'as déjà exécuté. Et quand ils le verront enfin, il sera trop tard pour donner leur avis, car tu seras déjà plusieurs pas en avance. Agir sans l'annoncer n'est pas se cacher, c'est bouger intelligemment. C'est choisir l'efficacité sur le bruit, la constance sur l'approbation, l'action sur la promesse. Parce qu'à la fin, le vrai pouvoir n'est pas dans ce que tu dis que tu feras, mais dans ce que tu fais quand personne ne te regarde. 6. Poser des limites fermes. Il y a des gens qui vivent comme des maisons sans porte. N'importe qui entre, s'assoit, laisse son désordre et s'en va. Ensuite, ils se demandent pourquoi ils sont fatigués, vides ou confus. Ce n'est pas de la malchance, c'est un manque de limites. Les limites ne sont pas mises en place pour éloigner les gens, mais pour protéger la paix que vous avez tant de mal à construire. Ce sont les frontières invisibles entre votre énergie et le chaos des autres. Sans eux, vous finissez par vivre selon les émotions, les attentes ou les problèmes des autres, et vous perdez le contrôle de votre vie sans vous en rendre compte. Chaque fois que vous dites oui, alors que vous voulez dire non, vous cédez une partie de vous-même. Et chaque fois que vous évitez de poser des limites par peur de perdre de l'affection, ce que vous perdez vraiment, c'est le respect. La fermeté n'est pas de la dureté, c'est de la clarté. Savoir qui vous êtes et ce que vous n'êtes pas prêt à permettre. Le stoïcisme enseigne que vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres font,
mais vous pouvez décider de ce que vous laissez entrer. C'est une limite. Il ne s'agit pas d'être froid ou distant, mais de choisir ce qui vous ajoute et ce qui vous épuise. Le monde actuel glorifie la disponibilité constante. Ils veulent que vous soyez toujours présent, toujours en train de répondre, toujours prêt. Mais l'attention est une ressource précieuse, et la donner à tous par peur de déranger vous laisse vide. Poser des limites est un acte d'amour de soi, pas d'égoïsme. Celui qui est offensé parce que vous prenez soin de votre énergie est précisément celui qui bénéficiait de votre manque de contrôle. Et c'est quelque chose que beaucoup ne veulent pas admettre. Apprendre à dire non ne vous rend pas insensible, cela vous rend libre. C'est un mot court, mais puissant. Évitez les engagements inutiles, les conversations sans but, les relations qui ne font que vous consommer. Les limites s'appliquent également à ce que vous consommez. L'information, les nouvelles, les réseaux, les opinions. Si vous ne filtrez pas ce qui entre, vous finirez par répéter ce que vous ne croyez pas et ressentir ce qui ne vous appartient pas. L'esprit a autant besoin d'espace qu'une maison propre. Si vous laissez tout le monde entrer, vous ne pourrez pas vous reposer. Il y a des moments où poser des limites signifie s'éloigner, ne pas discuter. Se retirer en silence est parfois la réponse la plus forte. Tout ne mérite pas une explication et tout le monde ne mérite pas d'accéder à votre calme. Celui qui vous apprécie vraiment comprendra votre distance. Celui qui ne le fait pas bénéficiait simplement de votre désordre. Les limites révèlent les intentions, séparent le réel du superficiel et filtrent ce qui ne correspond pas à votre croissance. Être ferme n'est pas être inflexible, c'est avoir des racines. C'est rester stable lorsque les autres essaient de bouger votre centre. Les personnes fortes ne le sont pas parce qu'elles supportent plus, mais parce qu'elles savent quand arrêter ce qui ne leur appartient pas. La limite n'est pas un mur, c'est une porte que vous n'ouvrez qu'avec conscience. Il ne s'agit pas de vous fermer au monde, mais de vous ouvrir seulement à ce qui maintient votre équilibre. Poser des limites fermes est la façon la plus silencieuse de dire « je me respecte ». Vous n'avez pas besoin d'élever la voix, de vous justifier ou de donner des explications longues. Le calme avec lequel vous établissez vos frontières démontre la valeur que vous vous donnez. Et lorsque vous apprenez à le faire, le monde commence aussi à vous traiter différemment. Le chaos perd de son pouvoir, les bonnes personnes restent, les vides s'éloignent, et vous récupérez quelque chose qui n'a pas de prix, la paix mentale. Parce que seul celui qui sait jusqu'où il va peut marcher sans se perdre. 7. Choisis le calme. Le calme ne se trouve pas, il s'entraîne. C'est comme le feu qui ne détruit pas, mais qui réchauffe, contrôlé et ferme. Alors que les autres réagissent au premier coup, tu apprends à rester debout sans perdre l'équilibre. Choisir le calme ne signifie pas que tu ne ressens pas, mais que tu ne permets plus à tes émotions de décider pour toi. C'est un choix quotidien, un acte conscient de maîtrise personnelle. Dans un monde qui glorifie la réaction immédiate, maintenir la sérénité est presque un acte de rébellion. Tout commence dans les secondes avant de répondre. Cet espace entre l'impulsion et l'action est où naît la sagesse. La plupart le gaspillent, laissent la colère, la frustration ou la peur décider pour eux. Mais celui qui choisit le calme domine le moment. Les stoïciens le savaient. La véritable force n'est pas de réagir plus vite, mais de répondre avec clarté. Chaque fois que tu choisis de ne pas entrer dans le jeu de la provocation, tu construis un pouvoir silencieux. Le calme n'est pas passivité, c'est précision. Tu ne peux pas contrôler les circonstances, mais tu peux décider quelle émotion gouverne ta réponse. Le calme ne consiste pas à prétendre que tout va bien, mais à agir avec sang-froid, même quand rien ne l'est. Cette distance émotionnelle est ce qui te permet de penser, de voir au-delà de la confusion et de prendre des décisions que les autres ne parviennent pas à comprendre. Le chaos extérieur n'a de pouvoir que si à l'intérieur de toi, il y a aussi du chaos. C'est pourquoi cultiver le calme est une forme de protection. Il y a des jours où tout semble te pousser à perdre le contrôle. Des personnes qui provoquent, des nouvelles qui perturbent, des situations qui échappent à tes mains. C'est là que la pratique devient réelle. Il ne s'agit pas de répéter des phrases positives, mais de respirer et de se rappeler que réagir, c'est donner ton pouvoir à l'extérieur.
Chaque fois que tu choisis de garder ton calme, tu deviens plus fort. Parce que si tu peux rester silencieux au milieu de la tempête, rien ne peut t'emporter. Le calme n'arrive pas d'un coup. Il se forme chaque fois que tu décides de ne pas répondre avec colère, chaque fois que tu choisis de penser avant d'agir, chaque situation où tu préfères comprendre plutôt que de crier. Cette répétition crée du caractère. C'est le même principe que les stoïciens utilisaient pour entraîner l'esprit. S'exposer à l'inconfort sans perdre son sang-froid. Ce qui est difficile au début devient naturel avec le temps. Vivre avec calme, c'est vivre avec pouvoir. Tu deviens immunisé contre le drame, plus conscient de tes limites, plus maître de ton énergie. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, parce que tu comprends que la véritable victoire est de garder le contrôle lorsque tous les autres le perdent. Les tempêtes ne disparaissent pas, mais tu apprends à naviguer sur elles sans couler. Le calme ne te rend pas faible, il te rend impénétrable. Choisis le calme, même si tu ne le ressens pas au début. Fais-le par discipline, non par impulsion. Et tu verras comment peu à peu, il cesse d'être une réaction forcée pour devenir ton état naturel. Alors que les autres s'épuisent à essayer de contrôler le monde, tu apprendras à maîtriser ce qui compte vraiment, ton esprit. Et lorsque tu y parviendras, le bruit extérieur perdra de sa puissance. Les paroles des autres cesseront de te blesser. Et tu découvriras que le véritable contrôle n'est pas de changer ce qui se passe, mais de rester en paix pendant que tout se passe. 8. Utilise le silence comme guide. Le silence est comme un miroir propre. Il ne dit rien, mais il reflète tout. Quand tu apprends à l'écouter, tu découvres des réponses que le bruit avait toujours cachées. Dans un monde où tout le monde veut parler, donner son avis, expliquer ou convaincre, le silence est devenu un luxe. Cependant, c'est dans cet espace que tu trouves la direction que tu cherches tant. Ce n'est pas une absence d'action, c'est de la clarté en mouvement. Le silence ne t'éloigne pas de la vie, il t'apprend à te déplacer à l'intérieur avec précision. Les stoïciens voyaient dans le silence un outil de pouvoir, non pas pour paraître sage, mais pour agir avec sagesse. Quand tu te tais, tu observes ce que les autres ne voient pas. Tu écoutes ce que les autres ignorent. Tu te rends compte de qui parle par nécessité et de qui parle avec un but. Le silence te rend perceptif. Il te montre les motifs, les intentions et les émotions cachées derrière les mots. Alors que tout le monde réagit au bruit, tu analyses le message derrière lui. Et cela te donne un avantage. Le problème est que la plupart des gens ont peur du silence. Ils le confondent avec le vide, la solitude, la faiblesse. Mais le silence ne te laisse pas seul, il te laisse avec toi-même. Il te force à t'écouter sans distraction, à affronter ce que tu ressens vraiment. C'est pourquoi il est si dérangeant. Mais c'est là que commence la transformation. Quand tu apprends à être silencieux sans désespérer, tu commences à maîtriser ton esprit. Tu découvres que beaucoup de tes réponses n'étaient pas à l'extérieur, mais attendaient que tu cesses de les interrompre avec des pensées inutiles. Utiliser le silence comme guide signifie s'arrêter avant d'agir, réfléchir avant de parler, respirer avant de répondre. C'est choisir de ne pas participer à tout ce qui exige ton attention. Quand quelque chose t'irrite, le silence te donne de la distance. Quand quelque chose te tente, le silence te donne de la perspective. Et quand la vie devient confuse, le silence te montre le chemin le plus simple, celui qui n'a pas besoin de bruit pour avoir un sens. Pratiquer le silence ne signifie pas se déconnecter du monde, mais se connecter plus profondément. Tu n'as pas besoin de disparaître, juste d'apprendre à garder le silence quand ton ego veut intervenir. Parle moins, observe plus. Écoute sans interrompre. Ne réponds pas pour avoir raison, réponds quand tu comprends. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que la réaction, tu te renforces. Parce que le silence n'est pas un manque de pouvoir, c'est un contrôle absolu sur lui. Il y a des moments où le silence dit plus que n'importe quel mot. Quand quelqu'un essaie de te provoquer, ton silence est un mur. Quand la vie te met la pression, ton silence est ton refuge. Quand tu ne sais pas quoi faire, ton silence devient une boussole. Parce qu'au fond, le silence n'est pas passivité, c'est action intelligente. Et celui qui le maîtrise n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il agit simplement avec précision quand le moment est venu. Utiliser le silence comme guide, c'est vivre avec intention.
c'est écouter avant de juger, c'est observer avant d'intervenir, c'est comprendre avant de décider. C'est un art que peu de gens maîtrisent parce qu'il exige de la patience, de l'humilité et de la force intérieure. Mais quand tu le pratiques, tout change. Le bruit ne te confond plus, les mots vides perdent leur pouvoir et tes décisions deviennent plus fermes et conscientes. Le silence t'apprend à voir l'invisible, à comprendre sans poser de questions et à avancer sans bruit. Parce que la sagesse ne parle pas toujours. Parfois, elle observe simplement, attend et agit quand le moment est juste. 9. Sois constant dans ton ordre. L'ordre ne se construit pas en un jour, il se maintient les jours où tu n'as pas envie. C'est comme une corde qui se tend et se relâche, mais ne se rompt jamais. La plupart veulent des résultats rapides, mais ne comprennent pas que le véritable changement se produit dans la répétition silencieuse, dans les petits actes qui semblent insignifiants. Être constant dans ton ordre, c'est prendre soin de ce que tu as déjà accompli. Ne pas laisser le bruit ou la paresse détruire la paix que tu as eu tant de mal à retrouver. L'esprit a tendance à revenir au chaos lorsqu'il n'y a pas de discipline. Maintenir l'ordre intérieur exige une attention quotidienne, pas la perfection. C'est te lever chaque matin et décider que tu ne vas pas laisser la confusion reprendre ta place dans ton espace mental. C'est revoir ce que tu penses, comment tu parles et avec qui tu partages ton énergie. L'ordre n'est pas un état, c'est une pratique. Et si tu ne le nourris pas, il s'évapore. Les stoïciens le comprenaient bien. La constance est l'épreuve finale de toute vertu. Il ne sert à rien d'être discipliné un jour si le lendemain tu retournes au désordre. Être constant dans l'ordre signifie prendre soin de tes routines, de tes pensées et de tes limites, même lorsque personne ne te voit. C'est continuer à faire ce qui est juste lorsque la motivation n'est plus là, lorsque la fatigue apparaît, lorsque le monde te pousse au désordre. La constance n'est pas du glamour, c'est de la force silencieuse. C'est tenir ta parole avec toi-même, même dans les jours les plus gris. Le désordre s'infiltre lentement, il n'arrive pas d'un coup. Une petite excuse, un « je commence demain », un « aujourd'hui, ça ne compte pas ». Et le chaos revient s'installer sans que tu t'en aperçoives. C'est pourquoi être constant n'est pas de la rigidité, c'est de la vigilance. C'est savoir que ton esprit a besoin de structure, que tes habitudes sont des ancres qui te maintiennent stable lorsque tout bouge. Chaque fois que tu choisis de maintenir l'ordre, tu réaffirmes ta domination sur toi-même. Chaque fois que tu le perds et le retrouves, tu renforces ton caractère. La constance ne cherche pas la perfection, elle cherche l'équilibre. Peu importe si tu échoues, ce qui compte c'est si tu reviens. L'ordre ne se mesure pas par combien de fois tu tombes, mais par combien de fois tu décides de te relever. Le maintenir n'est pas une tâche facile, mais c'est ce qui sépare ceux qui parlent de ceux qui avancent réellement. Le calme et la clarté ne se maintiennent que lorsque tu en prends soin tous les jours. Être constant dans ton ordre, c'est comme aiguiser une épée. Si tu ne la maintiens pas, elle rouille. Si tu ne la nettoies pas, elle perd son tranchant. Ton esprit fonctionne de la même manière. N'attends pas d'être motivé pour le faire. Fais-le parce que tu sais que le chaos ne pardonne pas la distraction. La constance est le gardien de l'ordre. Et celui qui la cultive n'a pas besoin de chance ni d'inspiration. Juste une volonté ferme pour continuer, même lorsque tout semble t'inviter à lâcher prise. Parce que le véritable pouvoir réside dans le maintien de la direction même lorsque le bruit revient. Parler beaucoup ne signifie pas communiquer. La plupart ne le comprennent pas. Ils confondent le volume avec la connexion, les mots avec la sagesse. Mais plus ils essaient de se faire entendre, moins ils comprennent que le véritable pouvoir réside dans le silence. Car celui qui maîtrise sa langue maîtrise son esprit. Et celui qui sait écouter dirige sans effort. Nous vivons à une époque où tout le monde donne son avis, interrompt, corrige et conseille sans être sollicité. La communication est devenue une compétition d'ego déguisée en dialogue. Tout le monde veut avoir le dernier mot, mais peu cherchent à comprendre. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu, non pas pour que tu parles mieux, mais pour que tu parles moins et observes plus. Car les mots sans contrôle sont comme des flèches sans direction. Ils blessent, même quand tu n'essaies pas. Cette vidéo traite de cela. Apprendre à se taire quand ton ego veut parler.
Choisir le calme plutôt que l'impulsion. Écouter avec présence, empathie et respect. Les stoïciens savaient que la façon dont tu écoutes révèle qui tu es, parce que écouter est une forme de discipline. C'est maîtriser le désir de corriger, de conseiller, de t'imposer. L'art stoïcien de la communication ne consiste pas à dire ce qui est correct, mais à être cohérent avec ce que tu penses, ressens et fais. Chaque mot peut construire ou détruire, inspirer ou repousser. Ce que tu apprendras ici ne sont pas des techniques pour bien parler, mais des habitudes qui te feront mieux comprendre. Parce qu'au final, ce n'est pas celui qui parle le plus qui gagne, mais celui qui comprend d'abord. Parler beaucoup ne signifie pas communiquer. La plupart ne le comprennent pas. Ils confondent le volume avec la connexion, les mots avec la sagesse. Mais plus ils essaient de se faire entendre, moins ils comprennent que le véritable pouvoir réside dans le silence. Car celui qui maîtrise sa langue maîtrise son esprit. Et celui qui sait écouter dirige sans effort. Nous vivons à une époque où tout le monde donne son avis, interrompt, corrige et conseille sans être sollicité. La communication est devenue une compétition d'ego déguisée en dialogue. Tout le monde veut avoir le dernier mot, mais peu cherchent à comprendre. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu, non pas pour que tu parles mieux, mais pour que tu parles moins et observes plus. Car les mots sans contrôle sont comme des flèches sans direction. Ils blessent, même quand tu n'essaies pas. Cette vidéo traite de cela. Apprendre à se taire quand ton ego veut parler. Choisir le calme plutôt que l'impulsion. Écouter avec présence, empathie et respect. Les stoïciens savaient que la façon dont tu écoutes révèle qui tu es, parce que écouter est une forme de discipline. C'est maîtriser le désir de corriger, de conseiller, de t'imposer. L'art stoïcien de la communication ne consiste pas à dire ce qui est correct, mais à être cohérent avec ce que tu penses, ressens et fais. Chaque mot peut construire ou détruire, inspirer ou repousser. Ce que tu apprendras ici ne sont pas des techniques pour bien parler, mais des habitudes qui te feront mieux comprendre. Parce qu'au final, ce n'est pas celui qui parle le plus qui gagne, mais celui qui comprend d'abord. 1. Écoute pour comprendre. Il y a des conversations qui ressemblent à des orages, beaucoup de bruit, beaucoup de mots, mais rien n'est compris. Et ce n'est pas parce que l'autre ne parle pas clairement, mais parce que personne n'écoute vraiment. Écouter n'est pas attendre ton tour pour parler. Ce n'est pas acquiescer de la tête pendant que ton esprit prépare la réponse parfaite. Écouter, vraiment, c'est éteindre le bruit intérieur, baisser l'ego et ouvrir de l'espace pour comprendre ce que l'autre essaie de dire, même quand il ne le dit pas avec des mots. C'est la différence entre communiquer et simplement échanger des sons. Le stoïcisme enseigne que celui qui maîtrise son attention maîtrise son monde. Épictète disait que nous ne sommes pas perturbés par ce qui se passe, mais par l'interprétation que nous en faisons. Et cette interprétation naît de ce que nous écoutons. Mais si tu n'écoutes qu'avec l'envie de répondre, ce que tu comprends est filtré par tes jugements, par tes blessures, par ton besoin d'avoir raison. C'est pourquoi, souvent, tu n'écoutes pas l'autre, tu t'écoutes toi-même à travers lui. Écouter pour comprendre exige de l'humilité, parce que cela implique d'accepter que l'autre peut t'apprendre quelque chose, même s'il ne le dit pas de la façon que tu voudrais. Cela implique de reconnaître que tout ce qui est dit n'a pas besoin d'une réponse, et que parfois, le silence est plus puissant que n'importe quel argument. Quand tu interromps ou corriges quelqu'un juste pour montrer que tu en sais plus, tu ne communiques pas de la sagesse. Tu nourris ton ego. Le sage ne cherche pas à s'imposer, il cherche à comprendre. Parce que comprendre l'autre, c'est comprendre la nature humaine. Et c'est quelque chose que le stoïcien valorise plus que n'importe quelle victoire verbale. Si tu observes bien, les personnes les plus respectées ne sont pas celles qui parlent le plus, mais celles qui écoutent avec une véritable attention. Leur présence transmet le calme, la sécurité, l'équilibre. Elles n'ont pas besoin de remplir l'espace avec des mots, parce que leur silence n'est pas vide, c'est de l'attention pure. Écouter avec cette profondeur te permet de lire ce qui se cache derrière les mots, les émotions, les peurs, les intentions. C'est là que se trouve le véritable art de la communication. Le pratiquer n'est pas facile. Cela nécessite de freiner l'impulsion automatique de donner son avis, de corriger ou de conseiller.
Cela nécessite de se mordre la langue et de laisser l'autre s'exprimer sans se sentir analysé. C'est un acte de maîtrise de soi, une forme de discipline interne. Marc Aurèle a écrit que nous devons apprendre à parler seulement quand c'est nécessaire et avec un but, mais aussi à nous taire quand le silence enseigne plus. Cette leçon vaut pour toute conversation. Quand tu choisis d'écouter, tu choisis la sagesse. Dans la vie quotidienne, tu peux commencer à l'appliquer dans les choses les plus simples. La prochaine fois que quelqu'un te parle, ne pense pas à ce que tu vas répondre. Observe ses gestes, son ton, son émotion. Essaie de comprendre ce qu'il ne dit pas. Parfois, les gens ne cherchent pas des réponses. Ils cherchent juste à être compris. Si tu arrives à leur offrir cela, tu auras fait quelque chose de plus grand que de gagner une discussion. Tu auras créé une connexion. Le stoïcien sait qu'écouter ne le rend pas faible. Cela le rend conscient. Parce que celui qui maîtrise l'écoute maîtrise ses impulsions. Et celui qui maîtrise ses impulsions maîtrise son esprit. Écouter pour comprendre n'est pas une technique, c'est une façon de vivre. C'est choisir la sagesse plutôt que l'orgueil. C'est reconnaître que la compréhension n'a pas toujours besoin de mots. Et quand tu y arriveras, tu remarqueras que les conversations ne seront plus une guerre de raison, mais un pont vers la compréhension. Et cela, dans un monde plein de bruit, est une forme de pouvoir silencieux. 2. Valorise le silence. Le silence est comme un miroir. Il reflète ce que tu es vraiment lorsque personne d'autre ne parle. La plupart des gens l'évitent parce qu'ils craignent de faire face à ce que leur esprit dit quand tout devient calme. Mais le silence n'est pas absence, c'est présence. C'est l'espace où les mots trouvent leur véritable poids, où les émotions baissent la voix et la pensée s'ordonne. Dans une conversation, le silence peut être plus éloquent que n'importe quel discours. C'est l'endroit où l'on traite, où l'on comprend, où l'on se connecte. Le problème est que nous vivons à une époque où se taire est confondu avec la faiblesse. Tout le monde veut avoir le dernier mot, remplir chaque pause, montrer qu'ils savent, qu'ils ont une opinion, qu'ils existent. Mais le stoïcisme enseigne le contraire. Le véritable pouvoir réside dans la retenue, pas dans la décharge. Marc Aurèle disait que celui qui maîtrise sa langue démontre la maîtrise de son âme. Le silence alors n'est pas passivité, c'est contrôle. C'est décider consciemment de ne pas réagir, de ne pas expliquer, de ne pas entrer dans une guerre de mots qui ne mène à rien. Dans de nombreuses situations, parler ne fait qu'aggraver le problème. Quand quelqu'un te provoque, quand tu ressens l'impulsion de te défendre, quand l'ego exige d'être entendu, le silence est la meilleure stratégie. Non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tout ne mérite pas une réponse. L'esprit du sage mesure la valeur de chaque mot avant de le lâcher, et découvre souvent que le prix de la parole est plus élevé que celui du silence. Celui qui réagit perd le contrôle, celui qui se tait le conserve. Et dans cet équilibre silencieux, il y a du pouvoir. Valoriser le silence est aussi une forme de respect envers l'autre. Cela signifie lui donner de l'espace pour s'exprimer, permettre à ses idées de respirer sans être interrompues. C'est accepter que la conversation n'a pas toujours besoin d'avancer rapidement, que les pauses communiquent aussi. Quand tu écoutes sans anxiété, quand tu ne remplis pas les vides avec des mots inutiles, tu transmets le calme. Ce calme se ressent, se propage et transforme n'importe quel dialogue en quelque chose de plus profond. Dans la vie quotidienne, pratiquer le silence conscient peut complètement changer ton énergie. Il ne s'agit pas de devenir distant ou froid, mais d'apprendre à observer avant d'agir. Par exemple, quand quelqu'un te raconte quelque chose qui t'irrite, ne réponds pas tout de suite. Respire, laisse l'émotion se poser. Dans ce bref moment de silence, une réponse plus sage peut naître. Tu peux aussi l'appliquer dans tes relations. Tu n'as pas toujours besoin d'expliquer tes décisions, ni de justifier chaque choix. Celui qui vit avec un but ne cherche pas l'approbation, il cherche la cohérence. Le silence ne protège pas seulement, il enseigne aussi. Il t'apprend à te connaître, à écouter tes pensées sans fuir, à comprendre tes réactions avant de les projeter. Dans cet espace sans bruit, tu peux distinguer ce qui compte de ce qui ne compte pas. Tu découvres combien d'énergie tu gaspilles en parlant de ce qui ne change rien. Le stoïcien comprend que se taire n'est pas réprimer, c'est filtrer.
Toute pensée ne mérite pas une voix, toute émotion ne mérite pas une scène. Valoriser le silence est une forme de respect envers soi-même. C'est décider que ta paix vaut plus qu'un argument. C'est reconnaître que la sérénité n'a pas besoin d'être démontrée. Celui qui maîtrise le silence a la capacité de voir clairement même au milieu du chaos. Dans un monde où tout le monde crie pour attirer l'attention, celui qui se tait devient magnétique. Parce que le silence, lorsqu'il provient de la force intérieure, n'est pas interprété comme une absence, mais comme une présence absolue. Et cette présence, silencieuse mais ferme, est ce qui distingue celui qui réagit de celui qui comprend, celui qui parle de celui qui communique vraiment. 3. Conseil seulement si on te le demande. Donner des conseils sans qu'on te les demande, c'est comme essayer de réparer une montre qui n'est pas cassée. Tu peux le faire avec de bonnes intentions, mais tu finis par en perturber le fonctionnement. La plupart des gens ne cherchent pas une solution quand ils parlent, ils cherchent à être compris. Ils veulent être écoutés, pas corrigés. Cependant, beaucoup confondent empathie et intervention, et sans s'en rendre compte, transforment chaque conversation en une occasion de montrer qu'ils en savent plus, qu'ils comprennent plus, qu'ils feraient mieux. Cela n'aide pas, cela crée une distance. Le stoïcisme enseigne qu'on ne peut pas aider celui qui n'est pas disposé à recevoir de l'aide. Épictète disait que personne ne change par obligation, mais par compréhension. Quand tu donnes des conseils sans permission, ce que tu fais vraiment, c'est imposer ta vision du monde à une autre personne, et c'est de l'ego déguisé en bonté. Cela peut sembler cruel, mais souvent donner des conseils est une façon de ne pas tolérer le silence d'autrui, de remplir l'espace inconfortable où tu devrais simplement accompagner. Parfois, le silence est plus thérapeutique que les mots. Écouter avec présence est plus utile que d'offrir des solutions précipitées. Les gens n'ont pas besoin que tu leur dises quoi faire. Ils ont besoin de le découvrir par eux-mêmes. Si tu interviens trop tôt, tu leur voles ce processus. Le sage n'impose pas son expérience. Il la partage quand on la lui demande, parce qu'il comprend que l'apprentissage réel naît de la réflexion personnelle, pas des instructions des autres. Dans la vie quotidienne, tu peux remarquer comment cette habitude détruit les connexions sans que tu t'en rendes compte. Quelqu'un te raconte un problème et tu réponds par un « tu devrais faire ceci » ou « si j'étais toi, je ferais cela ». Mais cette personne ne t'a pas demandé de conseil, elle voulait juste se sentir comprise. Et quand tu ne comprends pas, tu brises le pont. La conversation se refroidit, l'autre se ferme. Et ce qui aurait pu être de l'empathie devient de la résistance. Les gens n'ont pas besoin que tu les guides tout le temps, ils ont besoin de se sentir capables. L'art de conseiller avec sagesse est d'attendre le bon moment. Quand quelqu'un te dit « qu'en penses-tu » ou « j'ai besoin de ton conseil », c'est alors que la porte s'ouvre. Avant cela, chaque mot que tu prononces peut sonner comme une critique, même s'il ne l'est pas. Apprendre à contenir l'impulsion de parler, de corriger, de sauver l'autre est un acte de maturité émotionnelle. Cela nécessite de comprendre que tu n'es pas toujours le protagoniste dans l'histoire de l'autre, que ton rôle peut être simplement d'écouter et d'être présent. Conseiller sans permission est aussi une façon de ne pas respecter le processus de l'autre. Tout le monde n'est pas prêt à entendre ce que tu penses qu'il devrait savoir. Tout le monde n'est pas au même point de conscience ou de préparation. C'est pourquoi le stoïcien pratique la patience et la prudence. Sénèque disait que le sage agit au bon moment, ni avant ni après. Appliqué à la communication, cela signifie savoir quand parler et quand se taire. Si tu apprends à attendre, tu remarqueras que les gens auront plus confiance en toi. Ils chercheront ton opinion, parce qu'ils sentiront que tu ne les juges pas, que tu les comprends sans avoir besoin d'imposer quoi que ce soit. Ta parole gagnera en poids, parce que tu parles depuis le calme, pas depuis le besoin d'avoir raison. Le vrai conseil ne naît pas de l'impulsion, il naît de l'observation et du respect. Conseil seulement si on te le demande, parce que celui qui demande est prêt à écouter. Sinon tes mots seront des graines jetées au vent. Ils ne germeront pas, ils se perdront simplement. La sagesse ne se démontre pas en parlant plus, mais en sachant quand se taire, quand attendre et quand offrir ta voix avec intention. Le stoïcien le comprend. Il ne cherche pas à être écouté tout le temps. 4. Choisis la gentillesse.
Chaque mot que tu prononces est comme une pierre que tu lances dans l'eau. Il peut créer des ondes douces qui apaisent, ou il peut provoquer un impact qui brise la surface. Ce que tu choisis de dire, et surtout comment tu le dis, détermine le type d'énergie que tu laisses aux autres. Être gentil ne signifie pas être faible. Cela signifie avoir le contrôle sur toi-même, même lorsque tu pourrais réagir avec dureté. La gentillesse stoïcienne n'est pas naïve, c'est une force contenue. C'est la décision consciente de répondre avec sagesse plutôt qu'avec impulsivité. La plupart des gens pensent qu'être direct équivaut à être grossier, que l'honnêteté n'a de valeur que si elle fait mal, que parler gentiment c'est déguiser la vérité. Mais le stoïcien comprend que la vérité sans respect perd son but. Sénèque disait que celui qui blesse avec des mots ne démontre pas son intelligence, il démontre son manque de tempérance. La gentillesse n'est pas une stratégie pour plaire, c'est le reflet de la maîtrise intérieure. Parce que n'importe qui peut réagir avec agressivité, mais peu sont capables de garder leur calme lorsqu'ils sont provoqués. Dans la vie quotidienne, tu peux remarquer comment la façon dont tu parles change complètement le résultat d'une conversation. Une même idée peut construire ou détruire selon le ton que tu utilises pour la dire. Quand tu parles calmement, tu ouvres des portes. Quand tu parles avec colère, tu les fermes. Le stoïcien choisit son ton avec la même précision qu'il choisit ses pensées. Il ne cherche pas à gagner, il cherche à harmoniser. Et cela demande de la force, pas de la soumission. La gentillesse implique aussi de l'empathie. C'est comprendre que chaque personne porte des batailles que tu ne vois pas, qu'il y a une histoire, de la fatigue ou de la douleur derrière une réaction. Il ne s'agit pas de tout justifier, mais de répondre sans ajouter plus de chaos. Quand quelqu'un t'attaque verbalement, tu as deux options. Refléter son énergie ou la transformer. Choisir la seconde est un signe d'évolution. Tu n'as pas besoin de te rabaisser pour prouver que tu as raison. Dans les conversations les plus difficiles, la gentillesse devient un outil de clarté. Au lieu de répondre avec sarcasme ou ironie, tu peux faire une pause. Au lieu d'élever la voix, tu peux poser une question. Ce choix conscient change le cours des interactions. Celui qui agit avec gentillesse maîtrise le terrain émotionnel, car il ne dépend pas du comportement de l'autre pour décider de sa réaction. Le calme est son pouvoir silencieux. Il ne s'agit pas d'être complaisant ou d'éviter le conflit. Le stoïcisme ne promeut pas la passivité, il promeut l'équilibre. Tu peux corriger avec respect, tu peux confronter sans humilier, tu peux être ferme sans perdre ton sang-froid. C'est la différence entre la force brute et la force intérieure. La première réagit, la seconde choisit. Être gentil ne signifie pas se laisser marcher dessus. Cela signifie choisir de ne pas salir ton énergie à la même fréquence que l'autre. Dans un monde où la communication est pleine de critiques, de sarcasme et d'ego blessé, la gentillesse devient un acte de rébellion. Non pas parce que tu cherches l'approbation, mais parce que tu choisis de ne pas alimenter le bruit. Chaque fois que tu réponds avec respect au milieu du chaos, tu élèves le niveau de la conversation. Et cela inspire. La gentillesse ne s'oublie pas, elle laisse des traces. Choisis la gentillesse non pas pour que les autres te voient comme une bonne personne, mais parce que cela te rend libre. Libre du besoin de réagir, de prouver, de vaincre. Libre de l'émotion qui veut contrôler tes mots. Être gentil, même quand il ne le mérite pas, n'est pas un signe de faiblesse. C'est le reflet de quelqu'un qui comprend son propre pouvoir. 5. Célèbre les réussites des autres. Le succès des autres est le miroir où beaucoup révèlent leur véritable nature. Certains applaudissent sincèrement, d'autres avec envie déguisée en indifférence. Mais ce que tu ressens quand quelqu'un d'autre gagne en dit plus sur toi que sur eux. Applaudir le triomphe de quelqu'un d'autre ne te retire rien, au contraire. Cela démontre que ta valeur ne dépend pas de la compétition, mais de la reconnaissance. L'envie est un symptôme de manque interne. L'admiration est un reflet d'équilibre. Celui qui est en paix avec lui-même n'a pas peur de voir les autres briller, car il comprend que la lumière des autres n'éteint pas la sienne. Le stoïcisme enseigne que chaque personne a son propre chemin, son propre rythme et ses propres épreuves. Marc Aurèle disait que rien de ce qui arrive à un autre être humain ne peut être étranger aux sages, car nous faisons tous partie de la même nature.
Lorsque tu regardes les réussites des autres dans cette perspective, tu arrêtes de te comparer et tu commences à t'inspirer. Le succès des autres cesse d'être une menace et devient la preuve de ce qui est également possible pour toi. L'esprit petit compète, l'esprit grand collabore. Dans la vie quotidienne, les comparaisons sont inévitables, mais c'est à toi de décider si tu les utilises pour grandir ou pour t'amertir. Voir que quelqu'un progresse plus vite, gagne plus ou atteint plus tôt ce que tu désires peut générer de la frustration si ton estime de soi dépend du résultat. Cependant, le stoïcien ne mesure pas sa valeur par la position de l'autre, mais par la cohérence avec son propre chemin. Chaque personne affronte des batailles différentes, et ce que tu vois comme une réussite facile peut t'avoir coûté des années de sacrifice. Célébrer cela te rend plus sage, pas plus faible. Quand tu félicites de tout cœur, sans sarcasme ni réserve, tu pratiques une forme de liberté intérieure. Cela signifie que ton esprit n'est pas piégé dans la comparaison, mais concentré sur la gratitude. Cette attitude se ressent. Les gens perçoivent quand ta joie est authentique, et cela génère du respect, de la confiance et de la réciprocité. Mais quand ton éloge est forcé, quand tu le dis par obligation, cela se voit aussi. Le langage non verbal révèle toujours ce que l'ego essaie de cacher. Célébrer les réussites des autres est aussi une façon d'entraîner le détachement. Cela t'apprend à apprécier le progrès sans avoir besoin d'être le protagoniste. C'est comprendre que le succès n'est pas une ressource limitée, que la croissance de l'autre ne signifie pas ton échec. Quand tu vois le monde comme une compétition constante, tu vis dans la tension. Quand tu le vois comme un espace d'inspiration partagée, tu trouves la tranquillité. Le stoïcien comprend que la comparaison est une forme de distraction. Pendant que tu regardes l'autre, tu oublies d'avancer sur ton propre chemin. Pratique-le dans des choses simples. Félicite sans réserve. Reconnais sans jalousie. Remercie l'opportunité d'apprendre des autres. Tu n'as pas à feindre l'admiration, mais tu dois cultiver le respect. Quand quelqu'un réussit quelque chose que tu désires aussi, ne pense pas « pourquoi lui et pas moi ?» Pense « s'il a pu, alors c'est possible ». Cette différence mentale change complètement ton énergie. Ce qui te causait de l'anxiété avant te motive maintenant. Ce qui te faisait compétitionner avant t'inspire maintenant. Sénèque disait que l'homme sage se réjouit du bien des autres, parce qu'il comprend que tous partagent la même raison universelle. Appliqué à la communication, cela signifie que tes paroles doivent refléter cette conscience. Parle avec reconnaissance, pas avec comparaison. Montre de l'admiration sans te sentir inférieur. Cela ne renforce pas seulement tes relations, cela élève aussi ton caractère. Célébrer les réussites des autres est une pratique de force silencieuse. Tu n'as pas besoin de démontrer ta grandeur, tu la projettes avec tes actes. 6. Accepte les contradictions. Les gens sont comme des mers calmes en surface et turbulentes en profondeur. Nous avons tous des courants internes qui se contredisent, des désirs qui entrent en conflit avec nos valeurs et des paroles qui ne correspondent pas toujours à nos actes. Prétendre que quelqu'un soit cohérent tout le temps, c'est lui demander d'être plus qu'humain. La véritable maturité ne consiste pas à attendre la perfection, mais à accepter que la contradiction fait partie de la nature humaine. Celui qui ne comprend pas cela vit dans la frustration, corrigeant, jugeant, pointant du doigt, croyant que sa vérité est universelle. Le stoïcisme enseigne que chaque personne voit le monde à travers le filtre de son propre esprit. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais les opinions que nous avons sur elles. C'est pourquoi quand quelqu'un se contredit, il ne ment pas nécessairement, il change de perspective. Et ce n'est pas toujours de l'hypocrisie, c'est souvent de l'évolution. Accepter les contradictions des autres nécessite de l'humilité et une compréhension profonde de la complexité humaine. Tout le monde ne pense pas, ne ressent pas et ne réagit pas de la même manière, pas même toi. Accepter ne signifie pas tolérer n'importe quoi. Cela signifie observer sans avoir besoin de corriger chaque différence. Dans les conversations, l'envie de souligner les incohérences de l'autre vient souvent de l'ego, pas de la raison. C'est le désir d'avoir le dernier mot, de prouver que tu vois plus clair. Mais le sage ne cherche pas à gagner des débats, il cherche à maintenir la paix intérieure.
Tu n'as pas besoin de souligner chaque erreur pour avoir raison. Parfois, le véritable pouvoir réside dans le fait de laisser passer. Accepter les contradictions implique aussi de te regarder toi-même, avec honnêteté. Combien de fois parles-tu de calme et finis-tu par discuter? Combien de fois demandes-tu de la compréhension mais ne la donnes pas? Comprendre cela te donne une perspective différente. Tu arrêtes d'attendre une cohérence absolue et commences à pratiquer la compassion. Chaque personne est un mélange de lumières et d'ombres, et plus tôt tu l'acceptes, plus libres seront tes relations. Tu ne peux pas construire des connexions authentiques si tu n'acceptes que ce qui correspond à tes attentes. Dans la vie quotidienne, ce principe peut tout changer. Quand quelqu'un te contredit, ne le prends pas comme une menace. Écoute, analyse, essaie de comprendre la raison du changement. Peut-être que cette personne est en train d'apprendre, de douter ou de faire face à quelque chose qu'elle ne t'a pas dit. Le stoïcien préfère comprendre avant de réagir, parce qu'il sait que la sérénité vaut plus qu'une dispute gagnée. Celui qui se trouble pour chaque incohérence d'autrui finit par être esclave de son besoin d'avoir raison. Accepter les contradictions ne te rend pas indifférent, cela te rend sage. Cela signifie que tu choisis de voir la totalité, pas seulement la partie qui te correspond. Cela signifie que tu comprends que les gens changent, que la vie change, et que tu changeras aussi. Ce que tu critiques aujourd'hui, tu peux le comprendre demain. Ce que tu défends aujourd'hui peut se transformer demain. Cette flexibilité mentale est une forme de force. La cohérence parfaite n'existe pas. Seule l'intention d'améliorer existe. Et quand tu apprends à regarder les contradictions avec calme, tu découvres qu'il y a une leçon derrière chaque erreur. Le stoïcien ne réagit pas, il observe. Il ne demande pas la pureté, il cherche l'équilibre. Et dans cet équilibre, il trouve la véritable paix. Accepter sans se rendre, comprendre sans justifier, garder son calme, même lorsque le monde semble se contredire à chaque mot. 7. Laissez tomber le besoin d'avoir raison. S'accrocher à avoir raison est comme essayer de tenir du sable dans vos mains. Plus vous serrez fort, plus il s'échappe. Le besoin de prouver que vous savez, que vous comprenez mieux, que l'autre a tort, n'est pas une force, c'est de la peur. Une peur d'être exposé, de perdre le contrôle, de vous sentir inférieur. Mais quand vous comprenez que la vérité n'a pas besoin de défense, vous découvrez une liberté que peu de gens connaissent. Tout débat ne mérite pas votre énergie. Toute divergence ne nécessite pas une bataille. Le sage ne cherche pas à gagner, il cherche la paix. La plupart des conflits naissent de cette obsession d'avoir le dernier mot. Au lieu d'écouter, les gens préparent leurs réponses. Au lieu de comprendre, ils cherchent à réfuter. Et le pire, c'est que même quand ils gagnent la discussion, ils perdent la connexion. Le stoïcisme enseigne que l'important n'est pas d'avoir raison, mais de vivre selon la raison. Marc Aurèle l'a résumé en une idée simple. La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui vous a fait du mal. Cela s'applique aussi au dialogue. Vous n'avez rien à prouver à celui qui discute par ego, car celui qui crie le plus n'est pas celui qui comprend le mieux. Laissez tomber le besoin de convaincre les autres de votre point de vue. Chaque personne voit le monde depuis son propre niveau de conscience. Ce qui est évident pour vous peut être invisible pour un autre. Et cela ne rend personne supérieur, seulement différent. L'esprit immature veut imposer. L'esprit mature laisse le temps révéler ce que les mots ne peuvent pas. Lorsque vous réagissez à chaque différence, vous épuisez votre énergie, perdez votre calme et devenez prisonnier de l'ego. Celui qui a besoin d'avoir raison tout le temps vit sur la défensive, prêt à se battre, mais jamais en paix. Dans les conversations quotidiennes, cette leçon devient pratique. N'interrompez pas pour corriger, ne discutez pas pour vous imposer. Si quelque chose mérite vraiment d'être dit, il sera entendu lorsque l'autre sera prêt, pas lorsque vous l'exigerez. Apprenez à garder le silence, même lorsque vous savez que vous avez raison. C'est une forme de maîtrise de soi que peu de gens atteignent. Non pas parce que vous vous taisez par faiblesse, mais parce que vous comprenez que la vérité n'a pas besoin de crier pour être vraie. Le stoïcien choisit son énergie avec intelligence. Il ne gaspille pas son énergie à convaincre celui qui ne veut pas comprendre. Il préfère garder son calme plutôt que de gagner une discussion vide.
Parce qu'au final, les mots ne changent pas les gens, les expériences le font. Vous pouvez dire quelque chose avec une clarté totale et être mal interprété, non pas parce que vous vous êtes mal exprimé, mais parce que l'autre n'est pas prêt à écouter. Savoir cela vous donne un énorme avantage, celui de ne rien prendre personnellement. Laissez tomber le besoin d'avoir raison aussi avec vous-même. Parfois, vous vous accrochez à de vieilles idées, à des croyances qui ne vous servent plus, juste par orgueil. Il est difficile pour vous d'accepter que vous avez changé parce que cela impliquerait d'admettre que vous aviez tort auparavant. Mais grandir, c'est cela. Reconnaître que vous n'avez pas toujours été sage. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une évolution. Quand vous arrêtez de vous battre pour avoir raison, vous commencez à gagner quelque chose de plus précieux, la sérénité. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin de vous imposer pour vous sentir en contrôle, que vous pouvez rester calme, même lorsque les autres perdent le leur. La paix ne se trouve pas dans la conviction, mais dans la compréhension. Et quand vous pratiquez cela, la vie devient plus légère. Les conversations ne sont plus des champs de bataille, mais des espaces pour partager des perspectives. Lâcher le besoin d'avoir raison ne signifie pas abandonner, cela signifie choisir vos batailles. Certaines ne valent pas la peine, d'autres se gagnent avec le silence. Le véritable pouvoir n'est pas d'écraser les arguments, mais de rester calme quand vous pourriez vous battre. Parce que celui qui peut rester tranquille au milieu du conflit. 8. Parle peu, comprend plus. Les mots sont comme le feu, bien utilisés, ils éclairent, mal utilisés, ils brûlent. Beaucoup pensent que parler plus les rend plus intelligents, mais l'excès de mots révèle presque toujours de l'anxiété, pas de la sagesse. Celui qui comprend vraiment n'éprouve pas le besoin d'expliquer tout. Parler peu ne signifie pas se taire par peur, mais choisir quand et comment parler avec intention. Chaque mot doit avoir un but, sinon il devient du bruit. Le stoïcisme enseigne que la maîtrise du langage commence par la maîtrise de l'esprit. Épictète disait qu'avant de parler, nous devons nous demander si ce que nous allons dire est vrai, nécessaire et aimable. Si cela ne remplit pas ces trois conditions, il vaut mieux le garder. Dans une société où tout le monde veut donner son avis, la voix du sage se distingue précisément parce qu'elle ne cherche pas à attirer l'attention. Il ne comble pas les silences pour se sentir présent, il les respecte, parce qu'il comprend que le silence n'est pas vide, c'est clarté. Parler peu est aussi une façon d'écouter plus. Quand tu laisses de l'espace à l'autre, tu commences à remarquer des détails qui passaient auparavant inaperçus. Les gestes, le ton, les pauses. C'est là que se trouve la véritable compréhension. Beaucoup écoutent pas seulement pour répondre, pas pour comprendre. Mais celui qui écoute attentivement développe une perception plus profonde du monde et des personnes. Cette capacité est un avantage en tout, dans tes relations, dans ton travail, dans tes décisions. Parce que celui qui comprend agit avec précision, tandis que celui qui ne fait que parler réagit sans réfléchir. Ce n'est pas un hasard si les personnes les plus sages parlent calmement, sans hâte, sans fioriture. Ils n'ont pas besoin de convaincre qui que ce soit, juste d'exprimer ce qui est juste. Leur présence communique plus que leurs mots. En revanche, celui qui ne contrôle pas son esprit a besoin de parler constamment pour s'affirmer. Parler beaucoup peut être une façon de cacher l'insécurité, de combler un vide intérieur avec du bruit. Mais le bruit ne génère pas de respect, seulement de la distraction. Le stoïcien sait que chaque mot mal utilisé est une flèche tirée sans direction, et tôt ou tard, elle peut blesser. Avant de donner ton point de vue, demande-toi s'il est nécessaire. Souvent, ce que tu veux dire ne changera rien, mais ton silence peut éviter des conflits inutiles. Il ne s'agit pas de te réprimer, mais de parler avec un but. Celui qui maîtrise sa langue montre un contrôle interne, et cela se voit dans chaque interaction. Il n'y a pas de sagesse à parler plus. La sagesse est de dire ce qui est juste. Parler peu te donne aussi un avantage stratégique. Les personnes qui se taisent observent plus, analysent mieux, comprennent les modèles de comportement des autres. Ils ne révèlent pas trop, ils ne s'exposent pas facilement. En revanche, ceux qui parlent sans mesure perdent du pouvoir, montrent des faiblesses, laissent des traces de leurs émotions. Le silence intelligent n'est pas du désintérêt, c'est de l'autogestion émotionnelle.
Dans un monde où tout le monde veut être entendu, celui qui sait se taire devient quelqu'un d'énigmatique, respecté et difficile à manipuler. C'est comprendre que l'esprit calme n'a pas besoin de bruit pour se sentir vivant. C'est accepter que toutes les pensées ne méritent pas d'être partagées, ni toutes les émotions d'être exprimées. Dans la simplicité de tes mots peut habiter une force immense. Quand tu apprends à maîtriser ta voix, tu projettes de l'autorité sans avoir besoin de l'élever. Le stoïcien choisit le silence non par lâcheté, mais par sagesse. Parce qu'il comprend que la compréhension ne se démontre pas en parlant, mais en agissant avec cohérence. Chaque mot dit avec intention pèse plus que 1000 prononcés par impulsion. Celui qui parle peu observe plus, comprend plus et souffre moins. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.